Alors, je crois qu'on peut peut-être lire un petit bout. Ce sera un court extrait, mais ça a été ma petite manière, une illustration de ma manière à moi de mettre en scène un personnage qui n'est pas juste un homme au féminin, il me semble. Enfin bon, les femmes ici présentes diront si elles pensent que le petit fragment raconté ici est imaginable dans un rôle masculin. Je ne suis pas sûre. Alors c'est dans Question de mode, qui est dans le miroir aux éperluettes, et ça doit se situer du côté de la page 51. Malia ouvrit l'armoire et contempla perplexe l'amoncellement disparate. Elle regarda avec envie son caraco bleu acier, celui qui lui dessinait une poitrine rigide et carrée. Sa tenue fétiche, elle la portait le jour où elle avait rencontré Alain. Ce jour-là, elle avait un pantalon noir très moulant, et ses bras nus étaient couverts de bracelets. Impossible. Déjà, quand elle sortait ainsi dans la rue, on la regardait avec amusement, avec une moquerie pas toujours teintée de gentillesse. À la grande fête du printemps, chez Paul, ce serait pire. On la traiterait carrément de ringarde. C'était le moment ou jamais de changer de look. Il y avait de la déception dans les yeux d'Alain la semaine dernière. Et il avait passé la soirée à faire les yeux doux à une espèce de folle aux pommettes gonflées de silicone, une martienne avec un bonnet de bain en plastique, à la silhouette indiscernable, sous des couches de dentelle superposées. Le dernier numéro de « Nous les femmes » était sur la table basse du salon. Elle retourna feuilleter l'article de Sophie. « Comment êtes-vous vraiment ? Comment êtes-vous à l'intérieur » lut-elle avec perplexité. « Vous n'êtes pas comme les autres veulent vous voir. Vous n'êtes pas comme votre mère, ni votre grand-mère. Vous êtes différente. Apprenez à l'exprimer. Vous n'êtes plus l'esclave de ce matériau brut qui vous a été fourni à la naissance. Grâce à la chirurgie, au maquillage et à l'astuce, vous pouvez en faire toute autre chose. C'est vous qui choisissez. Classicisme ou simplicité ne sont que manque d'imagination ou de créativité. Et vous n'avez aucune excuse. Cachez-vous. Malia leva les yeux vers le miroir. Son fin visage aux traits réguliers, noyé dans la chevelure tendre, lui rendit son regard pensif. Une image douce qu'elle croyait semblable à elle-même. Que leur fallait-il donc ? Elle voulait sur elle le regard d'Alain, fasciné et surpris, un peu angoissé par son nouveau mystère. Ce regard qu'il posait sur les autres, celle qu'il ne comprenait pas. Une bouffée de colère la submergea. Ce ne devait pas être si difficile. Elle empoigna vaillamment une paire de ciseaux et se mit à tailler au hasard, avec rage, dans les longues mèches. Chaque ruisseau doré qui tombait par terre ajoutait à sa fureur. Elle ne s'arrêta que quand ses mains tâtonnantes ne trouvèrent plus rien à hauteur des épaules, et leva les yeux vers le miroir. Voilà, elle n'était plus douce ainsi. Elle se trouva une toute petite tête ronde, têtue et disgracieuse, encadrée de balais irréguliers. La frange qui lui couvrait la moitié du front était particulièrement hideuse. Personne ne pourra penser que je révèle mon véritable visage, pensa-t-elle avec une pointe d'ironie. Il faut trouver mieux. Elle se rasa le crâne et ne reconnut pas davantage le reflet pathétique, le front immense et les oreilles incongrues. Elle essaya un sourire. Les dents. L'encre n'imprégnait pas l'émail et lui laissa un sale goût dans la bouche. Elle eut bientôt la langue et les lèvres noires, mais les dents restaient à peine grisées. L'ensemble était quand même assez saisissant. Elle glissa 2 coussins sous les bretelles de son soutien-gorge,
enfila une chose blanche informe et s'étrangla la taille avec une ceinture dorée. Puis elle contempla avec une amère satisfaction l'étrangère qui lui faisait face. L'une de ces femmes différentes, incompréhensible et violente, qui l'avait toujours un peu effrayée. Elle était l'une d'elles maintenant. Bravo. Alors, on n'a pas encore parlé d'utopie. Donc, l'utopie, Marc en parlait tout à l'heure, c'est ce lieu idéal et merveilleux qui est à la fois le lieu dont on rêvait et par définition le lieu qui n'existe pas. Et moi, je voulais juste rappeler, mais on a aussi déjà un peu parlé de religion, on retombe toujours sur les mêmes idées, que voilà, la science-fiction n'est pas la première à essayer d'avoir imaginé cet endroit idéal et de rêve, puisqu'il y a quand même beaucoup de religions qui ont essayé d'imaginer aussi en tant que lieu auquel on accéderait après la mort, avec des représentations textuelles ou artistiques variables selon les époques et selon les religions, mais avec souvent des points communs, y compris dans les religions chrétiennes et les religions qui s'appuient plutôt sur le Coran. Et je ne suis pas une grande spécialiste du domaine de la question du tout, mais enfin, on a quand même une vague idée de ce qu'il y a en commun dans ces différents paradis qui sont habituellement représentés. Habituellement, on voit des beaux jardins. Il est souvent question d'y boire du vin, même si souvent on précise que c'est du vin qui ne saoule pas. On y mange des fruits délicieux. Et il y a quand même quelque chose qu'on trouve comme des dents souvent dans la description, c'est qu'il est peuplé de jeunes vierges ou de houris qui sont probablement destinées à ne pas le rester. Enfin bon, on peut en débattre. Et moi, je vous avoue que, en tant que femme hétérosexuelle, je n'aurais guère l'usage d'une centaine de jeunes vierges. À la rigueur, parlez-moi de paradis peuplé de mâles vigoureux et bien membrés aux mains caressantes, mais il n'en est jamais fait mention. Donc les auteurs des descriptions du paradis et ces peintres sont quand même majoritairement des hommes, apparemment. Bon, je vais arrêter de dire des bêtises sur la religion et revenir à l'utopie pour dire que c'est extrêmement difficile d'écrire une utopie et que la plupart des auteurs qui ont annoncé le projet d'écrire une utopie ont écrit plutôt l'inverse, c'est-à-dire ce qu'on appelle une dystopie. Une utopie qui a mal tourné en gros et qui est relativement effrayante. Et du coup, je me suis demandé pourquoi c'était si difficile d'écrire une utopie. Et je crois qu'on en revient un petit peu à la même idée, puisque tu as utilisé exactement un terme auquel j'avais pensé moi-même. Une société idéale, elle devrait être satisfaisante, elle devrait être pacifique, tout le monde devrait y être à la place dans laquelle il se sent bien. Et si on a trouvé quelque chose qui marche aussi bien et qui est aussi satisfaisant, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on en change. Donc, tout naturellement, une utopie devrait être stable et figée. Or, une société stable et figée, eh bien, il est assez évident que la contestation y devient impossible. Et si la contestation y devient impossible, elle devient nécessairement totalitaire, rigide et contraignante. Ça me paraît une évolution très très difficile à éviter. Je ne sais pas si la question va se poser dans l'atelier de cet après-midi, qui va sans doute être très intéressant parce que c'est un sacré défi de réfléchir à une utopie. En tout cas, c'est un piège classique dans lequel on peut choisir de tomber délibérément. Mais moi, à l'époque où on m'avait proposé d'écrire une utopie, en plus, alors là c'était grandiose, c'était une utopie pour la collection Ailleurs et Demain de Gérard Klein, donc se faire inviter à écrire un texte, là je vous rassure, le recueil n'a jamais été publié. Gérard Klein finalement l'a refusé. Enfin bon, moi j'avais quand même écrit mon utopie et puis elle a quand même connu une vie après et une belle vie d'ailleurs. Et du coup le parti pris que j'avais pris, ça avait été d'avoir une société qui impose que rien ne soit stable et qui oblige les gens à changer tout le temps de tout, qui oblige les gens à changer de lieu de vie, qui oblige les gens à faire des rencontres ou éventuellement à changer de partenaire, qui oblige les gens à changer de métier, qui interdit d'ailleurs qu'on exerce une profession à plein temps, enfin bref, qui bouscule les gens tout le temps. Alors,
bien évidemment, comme toute utopie normalement constituée, c'est une société qui fonctionne en vase clos, c'est inévitable. Là, en l'occurrence, c'est à bord d'une arche stellaire où tout le monde a choisi ce mode de vie. Il n'y a que des volontaires qui ont eu envie de jouer le jeu de cette société-là. Alors, le fait d'obliger des gens qui ont librement choisi, qu'on leur impose de changer tout le temps les règles de leur propre vie, ça crée des contraintes. Mais c'était très intéressant à explorer, les réactions qu'on pouvait avoir. C'est peut-être moins vrai maintenant, mais à l'époque où je l'ai écrit, moi j'écris depuis longtemps, pas beaucoup, mais depuis longtemps. Et à l'époque, je devais avoir 25 ans à peu près, et j'avais vraiment l'impression qu'on était dans une société qui essayait de nous trouver une place, de nous caser quelque part. On se marie, on achète un appartement, on rentre dans une carrière, et puis une fois qu'on a tout bien construit comme il faut, ben voilà, tout est réglé, on n'a plus besoin de se poser de questions. Et je trouvais ça terrible. Et je trouvais que c'était très dur individuellement d'être responsable nous-mêmes du fait de se remettre en question. Et à un moment donné, je me suis dit, et si c'était la société qui nous obligeait, ça pourrait être drôle.